Bonjour, je m'appelle Raymond Liboro. J'habite aux Philippines. Bonjour, bon après-midi. Bonjour à tous. Et salutations très chaleureuses à notre panel aujourd'hui et à ceux qui sont rassemblés ici pour parler de la promotion d'un focus éthique relevant de la protection des données dans les organisations. Merci de votre participation à cette conversation. Et il y a eu de nombreux échanges portant sur la protection des droits humains et la protection de la vie privée et l'élimination des risques et le respect. Et nous avons également des perspectives, surtout à partir de l'intelligence artificielle où il y a la pandémie COVID-19. Nous a forcé à nous retrouver dans la nouvelle réalité et l'intelligence artificielle est en train de remodéliser la vie des personnes. Nous avons des assistants numériques, les chatbox, nous avons l'intelligence artificielle pour la prévention de fraude. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de déclencher la révolution dans le domaine de la médecine et des soins de la santé. Et la numérisation nous a apporté des choses très positives, mais il y a des experts qui se soucient des retombées sur le long terme de l'intelligence artificielle et à savoir si la conception de l'IA dans le futur sera un thème à traiter lors de notre prochain forum d'éthique. Les centres à la recherche craignent et sont soucieux que l'IA est un outil si puissant qui tombera entre les mains d'organisations qui voudront exercer un contrôle, une maîtrise sociale et maîtrise des ressources financières. Nous sommes toujours à l'arrière, finalement, du développement technologique. Nous sommes toujours en retard. Donc, il faut toujours promouvoir et proposer de nouvelles lois. Les différentes juridictions mettent à jour les lois. En Asie, d'où je viens, il y a de nouvelles juridictions et elles ont toutes besoin de nouvelles lois visant à protéger les données et à les sauvegarder. Donc, nos lois sont associées au traitement des données ou plutôt les principes éthiques qui pourraient être appliqués et qui doivent être du côté de la conformité et le respect des lois. Comment faire pour appliquer le principe de ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi? Alors, quand on élabore et on fait la conception d'intelligence artificielle, comment nous mettre dans à la place de nos gouvernants? Comment pouvons-nous promouvoir de seulement protéger ce qui peut être protégé et comment allons-nous chercher le respect complet à la dignité des individus? Voici avoir un ciblage éthique à cette interprétation. Et tout cela découle de ce que M. Giovanni Bucarelli a dit. Nous avons nos analystes, Stephen Bonner, Constanza Gomez-Mont, Bojana Bellamy, Irina Raikou, et qui vont continuer à travailler et vont nous parler de ce thème. Je vous souhaite une session très fructueuse, très participative et je vous exhorte à rester. Ne vous déconnectez pas. Monsieur Stephen Bonner, directeur exécutif aux innovations technologiques du bureau du commissionnaire du Royaume-Uni. Il a développé une nouvelle capacité pour réglementer les technologies en amont et il est chargé des technologies telles les données, la supervision des données des grandes plateformes technologiques et comment cela a une influence sur les enfants. Alors, Stephen mène la mise en place du code pour les enfants
qui tiennent à... Nous tenons à créer une meilleure Internet pour les enfants. Monsieur Bonheur, vous avez la parole. Merci pour votre aimable présentation. Comme vous l'imaginerez, les thèmes que je soulève sont des thèmes éthiques très en amont, mais parlons du cœur du thème lui-même, c'est la confiance. Et il n'y a pas de durabilité sans confiance. Et la législation nous donne la ligne de départ, mais la confiance va bien en deçà des normes. Si moi je vais dans un restaurant, j'espère qu'ils auront un niveau minimum de propreté et d'hygiène, par exemple, d'hygiène surtout. Alors, il est probable que j'irai fréquenter un restaurant qui aurait des produits bio dans leur menu, pas n'importe quel menu. Et si je me soucie de l'environnement, je vais chercher à voir s'ils achètent leurs produits chez les maraîchers qui soient près de chez eux. Alors, des lieux qui opèrent en harmonie avec mes propres normes et standards personnels. Et par exemple, si les normes ne sont pas respectées, on ne peut pas les suivre et ce n'est pas une situation durable. Donc, c'est une bonne situation pour les personnes, mais une situation mauvaise pour les affaires. Et il en va de même avec l'intelligence artificielle. Un service peut offrir toutes sortes de bénéfices potentiels, mais si les personnes ne leur accordent pas leur confiance, ils vont pas prospérer. La façon dont on peut générer la confiance, c'est si on a un contexte qui s'étendra en deçà des profits monétaires que nous pourrions réaliser coûte que coûte, même un minimum en dessous du minimum. Et au fur et à mesure que les organisations sont conscients de cette situation, ils ont une option et il faut agir en telle sorte que il faut voir bien au-delà, où les personnes utilisent un langage correct pour cacher des pratiques anti-éthiques, où ils font des révisions qui sont soutenues par eux-mêmes et qui vont déclencher des conflits d'intérêts. Nous avons travaillé aux structures, au support des décideurs. Quel est le procès et comment pouvons-nous démontrer et la formation dans le programme de nos clients? Nous pensons à la clé de voûte qu'est la protection. Comment elle est évaluée, la protection? Et l'éthique est la clé de voûte. Les organisations sont construites sur nos propres structures et tout ce qui sera mieux pour l'individu et créer les meilleurs résultats qui visent un horizon lointain. Alors, voici ce qu'on a fait jusqu'à présent. Merci beaucoup, Stephen. Vous avez fait des déclarations très fortes et tranchantes et bien au-delà du minimum requis. Et c'est ce qu'on demande à tous les contrôleurs maintenant qu'on fait face à un outillage si puissant, telle l'intelligence artificielle. Il faut avoir un minimum, ne jamais aller en dessous du minimum. Et passons à Madame Raikou, directeur du programme d'éthique d'Internet dans le centre Markula, vouée à l'éthique appliquée, et elle se concentre sur plusieurs thèmes tels l'éthique de base, l'éthique de la codification et de l'intelligence artificielle. Elle est co-auteure de différents matériels qui ont paru dans des publications différentes, l'Atlantic, USA Today et le San Francisco Chronicle. Madame Raikou, vous avez la parole. Merci beaucoup et je tiens à remercier les organisateurs du panel de cette invitation. Les points de vue que je vais exprimer sont mes propres points de vue, non pas les points de vue du centre où je travaille. Et
Par là, je souhaiterais vous dire que la vie privée et l'intelligence artificielle sont fondamentaux, sont des éléments fondamentaux et non pas seulement des questions de qui va décider ou interpréter la protection de la vie privée comme un droit ou non, mais c'est lié à la justice et le bien commun et l'équité. Par sa propre conception, la vie privée a été conçue pour protéger les plus vulnérables et là où il y a de grandes asymétries. Et il faut vraiment réfléchir à cette technologie. Monsieur Liboro, fermez votre micro, s'il vous plaît. Et nous devons nous concentrer sur les écosystèmes d'Internet et également mettre en exergue l'analyse éthique qui doit être menée par la pratique et les technologies disponibles dans les différentes organisations qui vont se bénéficier justement de cette protection de la vie privée. Et en plus, réfléchissons à ce qui se passe avec la vie privée des personnes qui se joignent à la vie active. Il est important que le gouvernement applique ces principes de protection de la vie privée dans le cadre de l'éducation et la conception. Il doit y avoir des incitations correctes et des désincitations également. L'aspect de la vie privée lié à l'intelligence artificielle a bien au-delà du respect à une notion d'éthique. On ne sait pas comment on peut appliquer les lois. Alors, les personnes doivent prendre des décisions éthiques sur les actions qui vont entamer et de nombreuses lois sur la vie privée qui ont été adoptées et qui se font face à des problèmes, qui doivent affronter de nombreux problèmes éthiques et il y en aura de plus en plus qui vont surgir quand on parle d'intelligence artificielle. Et il y a des thèmes éthiques, par exemple, à la recueil des données, l'analyse des données, tels les modèles d'intelligence artificielle ou qui portent sur la façon dont on analyse les données recueillies, la protection de ces données. Ce ne sont pas seulement des questions de sécuritaires, mais également c'est la réponse aux demandes d'accès à ces données de la part des gouvernements. Il y a également des questions éthiques sur la rétention et l'élimination de ces données. On peut parler de date de péremption, de date butoir ou le danger potentiel de l'utilisation des données recueillies à des fins spécifiques et qui par après seront utilisées de façon non éthique à des fins différentes. Donc une métaphore utile, le centre où je travaille compte avec 3 ressources en ligne pour les pratiques d'accès à la technologie et ma collègue Sharon Valek qui est professeure de philosophie à l'Université d'Édimbourg nous dit que les thèmes d'éthique sont comme les oiseaux, sont partout. Il y en a qui sont locaux, régionaux ou mondiaux. Il y en a qui sont bizarres, d'autres qui sont vraiment du commun. Mais dans certains pays, la vie privée est devenue une espèce de pigeon. Et nous les reconnaissons rapidement comme un problème éthique. Et l'équité de l'intelligence artificielle est quelque chose que nous n'avons pas reconnu à temps. Et nous savons maintenant que nous avons un problème éthique dans les bras et les oiseaux sont différents. Il y a des espèces qui sont très variées, il y a des espèces qui ne sont pas très nombreuses et même s'il y a des espèces qui sont là en pleine vue, les problèmes éthiques tels les oiseaux se concentrent généralement sur des contextes éthiques et il est plus facile de les identifier, de les gérer en groupe que si nous le faisons de façon individuelle. On peut les analyser depuis de différents points de vue, de différentes
une optique différente et ils sont pas toujours conscients que les personnes les analysent et on peut s'anticiper à leur événement quand on sait quand est-ce qu'ils vont survenir et où. Alors, il est important d'apprendre à identifier ces thèmes éthiques pour après pouvoir développer une méthode pour les aborder. Alors, cette métaphore des oiseaux que je suis en train de lire fait partie de plus de matière, mais on n'a pas besoin d'être un philosophe ou faire partie du corps d'enseignants. Nous ne sommes pas des ornithologues et les personnes qui sont fans de l'observation d'oiseaux, qui cherchent des oiseaux partout, et pour les observer. Nous avons des vécus pratiques, des expériences pratiques qui nous permettent d'évaluer cet aperçu éthique, ce panorama éthique. Et je me sens libre de mentionner tout cela car je suis co-auteur de tous ces matériels. Et permettez-moi de vous dire que nous avons de plus en plus besoin de ces compétences parmi ceux qui développent la technologie et qui aident à configurer notre vie et notre perception de la vie privée. Alors, Raymond, je vous renvoie le micro pour qu'on continue, on poursuive la conversation. Merci beaucoup, Irina. Voici la première fois que j'entends parler, que j'entends une telle métaphore sur les oiseaux. Il me semble que la métaphore nous permettra d'entamer quelques échanges là-dessus. Et bon. Pour la suite du programme. Madame Constanza Gomez-Mont, fondateur et présidente de C-Minds. Madame se trouve à San Francisco et la ville de Mexico. Elle travaille avec le gouvernement, des institutions qui visent au développement de politiques publiques et la transformation numérique pour transformer et pour obtenir les bénéfices des technologies dans les pays émergents. Constanza a été consultant pour la Banque mondiale, les Nations unies et les gouvernements nationaux et locaux, et en se penchant sur des thèmes société, environnement, adoption des technologies fondées sur les droits humains, et a été reconnue au niveau international et on lui a octroyé de nombreuses mentions honoraires. Mention d'honneur, madame. Vous avez le micro. Oui, je me sens très honorée d'être ici. Et comme vous l'avez dit, il n'y a aucun doute que l'intelligence artificielle se doit de développer toutes sortes de mécanismes pour s'assurer qu'il y aura une sauvegarde de tout ce qui est compromis. Oui, c'est une question d'équilibre sans aucun doute. Et surtout, et quand on le voit dans la perspective de ma propre entreprise, comment faire confiance au développement de l'intelligence artificielle, comment donner un pouvoir aux citoyens et avoir une redevabilité vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, on a dû se concentrer sur la privacité, la non-discrimination et la transparence de l'intelligence artificielle, surtout dans le contexte latino-américain. Nous avons appris directement qu'il y a de grandes différences quand on quand on soulève ces concepts. Et dans notre entreprise C-Minds, nous croyons dans la force des projets expérimentaux qui nous permettront d'apprendre d'un système équitable et nous permettront de développer un cadre déontologiques et des directives éthiques qui nous permettront de les utiliser. C'est des méthodologies expérimentales car nous devons répondre à la question comment aborder ce problème. Mais les réponses sont si nombreuses qu'on a besoin de construire des espaces pour interagir dans les différents secteurs. Et dans ce sens-là, on a déjà créé des prototypes de politique publique, des mécanismes de collaboration qui sont participatifs et multisectoriels. Et il me semble que ces exercices vont nous permettre finalement de poursuivre la gouvernance de l'intelligence artificielle et l'améliorer dans chaque pays. Comprend le défi régulatoire afin d'éviter des pratiques discriminatoires. Il n'y a absolument aucune réglementation existante en ce sens et ces prototypes de politique nous servent à explorer
ce domaine. Au cours du mois dernier, nous avons mis en œuvre des prototypes de politique en matière de transparence sur l'intelligence artificielle en travaillant avec la Banque interaméricaine de développement Facebook, l'INAI, et la participation également d'entreprises et d'experts en la matière. Ça a été un grand privilège et un défi également d'apprendre directement de leur part sur la question de savoir comment arriver à une telle réglementation. Et au cours du dernier mois, nous avons pu donc collaborer pour nous orienter de façon systémique. Et le défi le plus important est de réduire les risques qui ne sont pas fondés uniquement sur les systèmes techniques d'intelligence artificielle. Pour ce faire, le rôle des régulateurs est absolument essentiel, doivent être incorporés dans l'ensemble des processus. Les acteurs les plus importants, les consommateurs, les citoyens dans leur ensemble, comment pouvons-nous créer une option rapide d'adoption sans avoir conscience de ces thématiques, en cherchant une demande et une reconnaissance de nos pratiques et par la conscience de toutes les pratiques qui sont en jeu, surtout dans les pays à faible revenu. En deuxième place, les investisseurs, dans leur rôle au sein des écosystèmes. Nous devons développer des mesures incitatives qui soient également économiques afin de promouvoir une approche éthique. Je pourrais continuer à parler de ces travaux que nous avons développés au Mexique au cours des prochaines interventions. Je vous remercie de cette opportunité. Merci, Constanza. Merci, Constanza. Notre prochaine invitée intervenante est Bojana Bellamy, présidente du Centre de leadership du CIPL et du Centre Hunter Andrews Kurth, qui travaille à Washington et à Bruxelles. Le CIPL travaille avec de nombreux régulateurs, responsables politiques pour former les politiques en matière de contrôle de données, régulation et d'opinion. Il s'agit d'un groupe d'experts et avant de travailler pour le CPL, Bojana était directrice mondiale du Centre mondial sur la vie, contrôle de la vie privée et travailler pour le secteur public et le secteur privé, aussi bien au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Nous avons la chance de compter sur sa présence. Bojana, je vous cède le micro. Merci beaucoup. Raymond, c'est un grand plaisir de pouvoir partager et d'échanger sur ces panels avec nos camarades au Mexique et dans le reste du monde, en attendant d'être réunis en personne. Il s'agit de la deuxième meilleure option aujourd'hui. Alors, il y a différents éléments sur lesquels je souhaite rebondir. Aujourd'hui, donc en fin de journée, je me trouve. Avant tout, nous avons travaillé énormément sur les questions liées à la reddition de comptes et des responsabilités en matière d'intelligence artificielle. Nous avons appris énormément de choses. Tout d'abord, la question de la responsabilité en matière de reddition de comptes qui est liée au fait que les organisations élèvent leurs engagements et améliorent leurs attitudes qui peuvent montrer les engagements vis-à-vis de la protection de la vie privée et des données personnelles. Nous avons vu que les valeurs d'éthique étaient en deçà de la question de la reddition de comptes puisque les formules, le modèle, finalement la manière par laquelle les entreprises peuvent rendre des comptes en démontrant, en utilisant les valeurs, et finalement comment les données éthiques commencent à faire partie de ces valeurs d'entreprise. Lorsque je travaillais à Accenture, nous avions le respect pour les personnes, pour nos services mondiaux. Cela définit la manière par laquelle nous avons pu développer nos programmes sur la vie privée et la protection des données personnelles, indépendamment de nos opérations. Quelqu'un a mentionné, je ne sais pas si c'était toi, Irina, l'importance d'avoir confiance. Il est absolument fondamental que la confiance détermine le comportement et les attitudes des entreprises. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que certaines entreprises avec lesquelles j'ai travaillé
plaçait la confiance comme étant le premier principe de fonctionnement. Et de ce fait, les activités sont mesurées et rapportées en fonction de la confiance qu'elles apportent. Elles ne sont pas uniquement pour promouvoir la question de la reddition de comptes, mais également pour faire en sorte que ces valeurs et éthiques soient bel et bien vécues par le biais de ces comportements et attitudes. Au cours de ces années, nous avons vu deux choses qui ont changé dans ce monde en matière d'éthique et de reddition de comptes. Tout d'abord, avec la COVID-19, les entreprises ont dû prendre des décisions éthiques très difficiles. Comment utiliser les données dans le contexte de la COVID? Je pense que les entreprises qui avaient une boussole en matière de reddition de comptes ont pu prendre de meilleures décisions. En deuxième lieu, nous avons vu l'énorme potentiel dans le cas de l'analyse de données de l'intelligence artificielle. Cela est dû, bien évidemment, à toute une série de préoccupations qui ont été établies concernant les meilleures pratiques en matière d'attitude éthique et de reddition de comptes dans le processus de développement de l'intelligence artificielle. Nous travaillons donc énormément sur la question de la reddition de comptes en général. 2022, nous aurons un exercice au cours duquel nous allons rassembler toutes les bonnes pratiques que nous avons observées et qui sont apparues et voir comment nous pouvons établir une cartographie en matière de reddition de comptes. J'ai vu énormément de travaux en matière de leadership, d'évaluation de risque et sur les questions des droits humains, les politiques, les formations, bases de données scientifiques et toutes les questions de comportement, de sciences des données sous-jacentes. Il sera très très clair de voir si tout cela ne concerne que quelques entreprises qui améliorent ces questions-là ou si nous allons voir que le marché dans son ensemble avance vers une gestion beaucoup plus responsable de l'intelligence artificielle. Je crois que nous sommes en cours de transition puisque il ne s'agit plus que d'une question de compliment, de respect des objectifs. Les objectifs sont respectés parce que, d'un point de vue commercial, ils peuvent utiliser les données de manière plus efficace. Il ne s'agit pas que les données soient nouvelles, mais que c'est l'environnement qui est bel et bien nouveau. Les données sont nécessaires à l'écosystème, elles sont importantes, et il est important d'avoir une utilisation adéquate et durable de ces données. Il y a deux derniers commentaires. Le premier, il y a eu des événements extérieurs qui ont façonné la manière par laquelle les entreprises abordent ces questions-là. Des investisseurs se sont posés ces questions concernant les thématiques environnementales, également sur les questions de la vie privée qui commencent à aborder ces questions. La sécurité, vie privée, gestion des données. Nous savons comment savoir que nous investissons dans des entreprises qui vont maintenir et conserver leurs valeurs et qui vont être des entreprises ou des entreprises citoyennes et corporatives et responsables. Nous le voyons surtout lorsque nous voyons les nouveaux agendas au niveau des entreprises responsables dans l'optique de responsabilité. Il s'agit de voir quel est l'impact également de nos entreprises dans le monde à l'égard des différents groupes d'intérêt et au niveau des gens. Je crois que c'est vraiment cette question de l'éthique d'affaires, de l'éthique commerciale dans la protection des données. Les entreprises veulent être des entreprises responsables. En dernier lieu, je voudrais dire que l'éthique n'est pas distanciée, n'est pas séparée de la réalisation du respect juridique. Pour pouvoir respecter l'équité en matière de gestion de données et respecter la transparence et l'utilisation de données, si les intérêts légitimes et les équilibres des personnes sont respectés, il est nécessaire de prendre des décisions éthiques. Les moments de prise de décision éthique font partie du processus juridique. Je crois que les entreprises ont établi ce dialogue permettant de considérer ces prérogatives au-delà de la simple question juridique, mais il est important pour les régulateurs également. L'éthique des données ne doit pas être liée uniquement sur le fait d'aborder les questions de risque ou les dommages liés à l'utilisation des données.
Cela est beaucoup plus lié aux questions de bien comprendre quels sont les avantages et de ce que nous essayons de réaliser. Que se passerait-il si nous ne respections pas tout cela? Puisqu'il y a une question éthique et l'incapacité d'utiliser les données ou l'impossibilité de protéger l'environnement ou d'utiliser les informations à bon escient, cela implique une évaluation de risque, mais également voir quels sont les bénéfices, les utilisations positives de ces données. Merci beaucoup, Bojana. Vous avez donc écouté les interventions. Comment nous avons donc mené ce débat? Concernant la question de la confiance, et au-delà de cela, pour parler des nouvelles technologies émergentes qui sont particulièrement puissantes, qui peuvent apporter énormément de bénéfices, mais également susciter de nombreuses inquiétudes. Nous allons ouvrir désormais le parterre pour les discussions et échanges. Évidemment, la session est ouverte au public. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et commentaires par le biais de la boîte de dialogue, de la boîte de chat, de clavardage. Je voudrais commencer par affirmer la chose suivante. Pour celles et ceux qui nous écoutent, les régulateurs de différentes juridictions vous avez médité sur les différentes implications de l'intelligence artificielle. Nous l'abordons aujourd'hui de façon plus pratique. Laissez-moi vous poser la question suivante. Les cadres éthiques devraient être obligatoires dans certains cas. Croyez-vous qu'il peut y avoir un point où les cadres éthiques font partie des exigences de la prise de décision au niveau éthique? Que pensez-vous à cet égard-là? Irina, s'il vous plaît. Je crois que les questions éthiques, surtout dans le contexte éthique actuel, dépendent énormément du contexte. À quel point les cadres doivent être rendus obligatoires, sinon cela ne fonctionnerait pas. Je suis contente de constater que le débat va au-delà des simples principes éthiques, puisqu'à un certain moment, tout le monde publiait des listes de principes éthiques, mais nous devons vraiment commencer à voir comment les appliquer. Il s'agit de rendre opérationnels ces principes. C'est la clé de tout cela. Mais les rendre opérationnels, je pense que cela inclut une spécificité à certains contextes dans lesquels nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle. Quelquefois, on parle d'intelligence artificielle et de données comme s'il s'agissait d'une seule et même chose. Mais Constanza nous parlait de contextes à plus haut risque et des applications beaucoup plus problématiques. Cela est bien plus différent que si nous utilisions l'intelligence artificielle pour analyser des données sur le climat, par exemple. Il me semble que le contexte le plus difficile et délicat, c'est lorsque nous essayons d'utiliser des données pour procéder à des prédictions, pour essayer d'anticiper l'avenir, et c'est là où donc l'être humain est souvent impliqué. Les êtres humains sont la variable avec laquelle nous essayons de mesurer, consoler, donc nous devons essayer d'appliquer un même cadre, un même système, essayons de procéder à des prédictions sur les êtres humains par rapport à notre système utilisant d'autres données à des fins industrielles, eh bien cela ne fonctionnerait pas. Merci, merci Elina. Stéphane, un commentaire? Je crois que ce qui est fascinant ici, c'est que l'intelligence artificielle est un outil et l'éthique n'est pas forcément liée à l'utilisation, mais plutôt au résultat de ce qui préoccupe les gens. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il s'agit de problématiques de capitalisme, de déshumanisation. Tout cela est très applicable dans un entrepôt, finalement. Mais lorsqu'il s'agit d'établir des choses à plus grande échelle, mais dans la partie pratique, il doit y avoir des résultats en matière d'interaction, les résultats par lesquels l'intelligence artificielle s'active, eh bien, il y a une composante
applicatif, tout cela, essayer de le réduire à l'éthique, à l'intelligence artificielle, c'est perdre de vue un des problèmes qui préoccupent les personnes. Je pense que nous n'avons pas besoin d'un cadre, nous avons besoin d'un cadre garantissant l'éthique et garantissant également la protection de nos systèmes de données. Alors je suis d'accord, je pense qu'Elena, je suis d'accord avec Elena et Stéphane, vraiment nous n'avons pas besoin de régulateurs, pas besoin davantage de régulateurs, il s'agit juste de respecter les attentes donc des régulateurs et laisser entre mains des entreprises le fait bien de répondre pleinement à ces attentes afin qu'elles puissent définir la supervision, quel nombre des membres du comité externe, quels sont des journalistes, et qu'ils définissent finalement le mécanisme pour pouvoir évaluer les risques inhérents. Nous voulons vraiment établir les options afin que les entreprises développent ce qu'elles puissent développer. Certains ont parlé des mesures incitatives. Nous devons promouvoir les mesures incitatives des entreprises afin de garantir leur reddition de comptes, le respect des normes éthiques. Elles doivent intégrer nos processus, surtout dans la mitigation des débats, et être même fournisseurs au sein de services publics, puisque nous savons, nous leur faisons confiance, nous connaissons leurs activités, nous connaissons leurs mécanismes de reddition de comptes éthiques. Je pense que c'est juste leur donner un petit coup de pouce. Je crois que les régulateurs peuvent faire les deux. Participer à un coup de pouce et opérer également toute la question de la surveillance. Alors je vais faire un commentaire pertinent. Je pense, Constanza, que tu en parlais sur le fait de donner des mesures incitatives sur certaines idées. Une mesure incitative pour celles et ceux qui accomplissent et parviennent au niveau le plus élevé. Voyons, que pense Constance à cet égard? Alors, je pense que l'autorégulation, c'est parler de mesures incitatives, comment aligner ces mesures incitatives de façon logique pour une entreprise. Et une partie du modèle d'affaires doit être alignée avec les questions éthiques. On ne peut pas survivre comme entreprise s'il n'y a pas d'éthique. Cependant, je crois qu'il y a vraiment un dialogue important à avoir, puisque l'autorégulation n'est pas suffisante. Il y a besoin de davantage de contexte. Je suis d'accord sur le fait que le niveau de risque est un facteur, et en ce sens, il y a certains risques qui doivent être régulés. Il y a certains contextes qui exigent des limites claires par rapport à ce qui est ou non autorisé. Steven, je sais que tu travailles avec des enfants, mais lorsque tu parles d'enfants, par exemple, et de bien-être des enfants, cela ne pourrait pas être quelque chose d'autorégulé. On ne peut pas les laisser en main de la responsabilité sociale corporative. C'est mon équilibre délicat, mais je crois pleinement à la force et à l'aptitude d'avoir certaines réglementations lorsque le contexte et le niveau de risque, surtout en termes de réversibilité, d'irréversibilité, c'est-à-dire lorsque les dommages ne peuvent pas être réparés par le biais de l'usage de certaines applications. Je pense que sur certains facteurs, il nous faut en effet considérer certaines limites qui vont au-delà de l'autorégulation. Merci, Constanza. L'organe de régulation, moi je l'ai appris très tôt dans ma carrière, les organismes de régulation de la vie privée ne sont pas là pour limiter ce qui est autorisé ou non. Nous sommes là pour limiter les risques. Alors bien sûr, considérer les risques également dans le fait d'utiliser les données personnelles. Mais je pense que cela a été publié
assez souvent concernant les normes à réaliser en matière d'éthique. Mais moi, je proviens justement d'une de ces régions en Asie dans lesquelles les cadres d'éthique ont, ont déjà plusieurs siècles d'existence. Croyez-vous qu'une juridiction prédisposée aux pratiques éthiques, comme un trait culturel ou comme une partie de son héritage historique, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une juridiction ou plusieurs juridictions qui présentent certains avantages afin de promouvoir ou qui sont bonnes, utiles pour promouvoir l'utilisation numérique? Alors moi, je pense que chacune d'entre elles, nous prenons tous des décisions éthiques au quotidien dans nos vies. Pour être un bon conjoint, un bon époux, une bonne mari, une bonne épouse, comment être de bons citoyens. Nous apprenons tous les jours à vivre en éthique. Nous avons toujours nos critères concernant le bien et le mal. Je pense qu'il n'y a pas de région dans le monde qui soit meilleure que l'autre en ce sens. Je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être considérés concernant les thématiques générales, et celles-ci traversent les frontières. Je crois que nous avons besoin de nous concentrer dans ce contexte d'intelligence artificielle, non pas la distinction entre les cultures, mais bel et bien sur les distinctions entre les personnes qui comprennent les capacités d'évolution de l'intelligence artificielle et des personnes qui ne le comprennent pas. Moi, ce qui me préoccupe, ce sont les personnes qui élèvent les bénéfices de l'intelligence artificielle et qui l'utilisent avec les meilleures intentions, mais dans des contextes qui ne sont pas encore prêts pour recevoir les applications de l'intelligence artificielle. Au lieu d'éduquer, je pense qu'il est important de nous former dans nos contextes éthiques et culturels respectifs, mais je pense qu'ici, la clé est de former nos modérateurs sur qui gère bien et qui gère mal l'intelligence artificielle. Puisque nous avons vu que l'IA peut agir au bénéfice de l'humanité. Pour faire une parenthèse, je pense que nous avons parlé de la confiance, une question que j'ai, comment les autorités peuvent-elles récupérer cette confiance, puisque beaucoup d'entre elles ont perdu cette confiance. Et donc, que faire dans ce cas si nous sommes une grande entreprise avec énormément de données et d'IA? Comment récupérer la confiance de la part des citoyens? Merci, Elena. Steven a levé la main. Oui, si l'on parle de la règle d'or, le meilleur système est le système que vous aimeriez qu'il vous soit appliqué. Je me rappelle qu'il y a des questions d'éthique de toutes parts dans le monde. L'une d'entre elles concernant les défis avec l'IA, c'est que ils sont développés dans un ou deux endroits. Et ces deux endroits dans lesquels l'IA est développée, eh bien, sont comment est-ce que c'est applicable, acceptable pour des questions de privilèges, ou est-ce que c'est applicable pour d'autres personnes? Moi, j'aimerais que nous ayons une règle de platine plus qu'une règle d'or, une règle qui doit être prise en considération pour les personnes auxquelles cela va être appliqué, avec des niveaux bas en matière de vie privée qui sont peut-être acceptables pour certaines personnes de la côte ouest des États-Unis, par exemple, mais si nous l'appliquons à un autre environnement, dans d'autres circonstances, les gens peuvent se voir vraiment affectés par ces niveaux de vie privée différents. J'aimerais qu'il y ait des niveaux, des normes beaucoup plus élevés dans le monde qui prennent en considération les formes par lesquelles ces systèmes sont appliqués, qui prennent en considération les personnes les plus vulnérables plus que les personnes les plus privilégiées. Je pense que ça serait applicable dans un contexte plus précis. Merci, Steven. Lina Boyana, Constanza, vous avez beaucoup travaillé avec les régulateurs en matière de vie privée. Quelles sont les avancées que vous avez pu obtenir depuis 2018, puisque c'était la question de la GPA, donc en 2018, quand elles ont été les avancées sur les dimensions éthiques et les cadres
de régulation entre les crises, entre les différentes applications. Vous avez vu vraiment des différences? Je voudrais commencer avec un commentaire positif. Tout d'abord, avant tout, nous avons, oui, en effet, vu des débats, de nombreux travaux très consciencieux de la part des différents groupes d'intérêt à développer ce type de cadre. Le commissariat d'information au Royaume-Uni, à Singapour, au Canada, pardonnez-moi si j'en oublie quelques-uns, il y a énormément d'autorités, de groupes intelligents qui proposent de grandes idées. Nous avons besoin que les régulateurs sur la vie privée qui ont travaillé sur ces questions-là, en coopération avec les scientifiques et avec l'industrie, eh bien, doivent sortir de leur tour d'ivoire. Nous avons besoin de créer quelque chose qui soit viable. C'est la raison pour laquelle nous apprécions beaucoup cet esprit d'interaction avec les GPA qui travaillent donc sur ces thématiques-là. Il y a de nombreux points communs sur ces guides-là, mais également chacun est un peu différent. Donc la question est, que faisons-nous avec ces différences? Nous devons comprendre qu'une organisation mondiale, y compris une PME qui veut vendre un produit au niveau mondial, va avoir des difficultés à respecter toutes les normes en fonction des juridictions. Nous devons donc commencer à reconnaître que les travaux sont plus que suffisants au lieu de faire autre chose. J'ai déjà vu des startups en Europe avec ces prototypes de politique lors de l'évaluation des impacts environnementaux, puisqu'elles ont appris beaucoup en ce sens, mais elles ont accepté des processus comme cela a été le cas, une combinaison de différents processus. Je pense que les entreprises commencent à travailler et je sais que la confiance est très difficile à récupérer. Il y a énormément de travaux que les organisations qui sont à la tête de ces organisations développent. Comment les développer, comment les vendre et les proposer. En tant qu'organisme de régulation, nous devons promouvoir et insister sur ce travail de promotion. Je voudrais également parler des différences entre les régions et les cultures. Je pense que pour avoir différents cadres éthiques, nous devons avoir une culture beaucoup plus ouverte, une culture au sein de laquelle il est possible d'élever la voix, de discuter, de créer un dialogue, de poser des questions délicates. Est-ce que ceci est éthique ou non? Personne ne devait avoir peur de dire, voilà, on doit faire ceci ou cela, on devrait faire ceci, cela. Il devrait y avoir une culture ouverte, une culture de transparence, car cela est absolument nécessaire pour que les cadres éthiques fonctionnent aussi bien du côté des entreprises que du secteur privé et public. Il est important de participer à cela. Il est très important pour que nous ayons donc tous ces débats. Je voulais donc juste mettre un commentaire. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a eu des avancées importantes. Je suis particulièrement fier, qu'au Mexique en particulier, nous pouvons contribuer à mieux comprendre, par le biais de participation des experts des entreprises dans différentes disciplines, comprendre ce que signifie la transparence et quelles sont les véritables prérogatives au sein d'une institution lorsqu'on dit qu'il y a une tension entre la rapidité et le respect de la confiance. Que signifie cela sur l'application directe sur le terrain? Il y a davantage de régulateurs qui travaillent avec des experts des entreprises sur ces formats ouverts, comme disait Boyana, qui sont nécessaires pour entamer ces dialogues ouverts. Cependant, au niveau régional, je pense que, et c'est le cas dans d'autres régions du monde, il y a énormément de choses à faire qui peuvent être donc générées en matière de dialogue ouvert. Cette question des deux cultures m'effraie un peu. Les gens qui comprennent les implications de l'IA et d'autres qui ne le comprennent pas, je pense que les pays, comme c'est le cas d'Amérique latine, il y a beaucoup de connaissances des risques impliqués quant à cette technologie, eh bien les discussions ne sont pas développées, les discussions participatives ne sont pas développées. Comme l'a dit Steve,
sur la nécessité de faire en sorte que les personnes décident quelles sont leurs limites, quelle est la frontière. Je pense que la transparence et l'explication doivent être fondamentales. C'est très important que les gens puissent commenter si c'est acceptable ou non, d'instrumentaliser tout cela, de l'expliquer afin que tout le monde puisse bien comprendre la portée et l'amplitude de ces actions. Et je voudrais vous demander également, est-ce que l'éthique est un ensemble d'habilités qui peut être à prendre ou cela a un certain coût? Alors, ce sont les deux, je pense, parce que si nous pourrions attendre, nous pourrions passer 1 heure à aborder ces questions-là, lorsqu'il s'agit de réaliser ce qui est correct, eh bien, c'est un principe, mais c'est également une habilité. L'éthique également doit être liée au type de gens que nous voulons être et non pas uniquement ce que nous faisons. Lorsque nous parlons de vertus, des vertus que nous incentivons, que nous promouvons, comment, disons que cela prend en considération un cadre beaucoup plus étendu, et cela est lié aux avancées régulatoires. Moi, je vis en Californie et je crois que de nombreuses choses intéressantes ont eu lieu au sein de la loi californienne, et je voudrais uniquement comme l'a dit Constance, en tout cas, il est nécessaire d'avoir des limites claires et des frontières. Lorsque nous avons établi l'IA, il y avait certaines décisions. Cela serait d'autant plus intéressant de voir les nouvelles lois liées à la vie privée et du pouvoir de décider quelles sont les données peuvent être apportées, quelles sont les données qui ne sont pas apportées, qui n'ont pas besoin d'être apportées, quelles sont les données qui sont archivées, celles qui ne le sont pas, comment cela affecte l'intelligence artificielle dans le traitement des données. Alors, c'est une question pour Bojana et pour les membres du panel en général. Nous voyons ici qu'il y a eu une résurgence des modifications également, des formes et des modifications de loi, puisque de nouvelles juridictions apparaissent avec leurs propres lois et qui essayent d'aborder ces problèmes-là et qui essayent de prendre le pas sur la technologie. Donc, nous essayons de suivre ces lois, l'évolution de ces lois, ou finalement, est-ce que vous recommandez plutôt que d'autres idées soient donc conçues et élaborées pour réaliser ces questions? Alors, moi, je vis en Europe et j'ai grandi entouré de lois de protection de données. La majorité des pays ne les ont pas, donc nous parlons là de co-régulation, de lois portant sur la vie privée, de règles, de principes, et demander aux organisations qui rendent des comptes, eh bien qu'elles soient responsables. C'est un petit peu comme être la police qui essaie de contrôler tout le trafic et faire en sorte que la circulation se passe du mieux possible. Il ne s'agit pas de décider ce qui est le meilleur, c'est un petit peu un schéma pyramidal. Il est nécessaire de procéder à une loi fédérale de protection des données de la vie privée, mais je crois que les données et la loi de protection de la vie privée des données nous fournit énormément d'outils et de principes qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes liés à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Des principes tels que celui de la transparence, de la reddition de comptes, de l'équité, avoir un visage complètement nouveau à la lumière de l'intelligence artificielle. Mais nous devons voir ce que cela signifie dans le contexte de l'intelligence artificielle. L'équité signifie prendre des décisions, vous dire je dois compenser le manque d'équité avec la précision. Il nous faut vraiment procéder aux définitions pertinentes en matière d'IA, mais je crois que nous avons déjà tous les outils.
celles et ceux qui doivent prendre les décisions, eh bien, sont les PDR qui doivent prendre la décision. Les applications dans d'autres pays, je pense que ce sont des décisions qui affectent de manière significative, qui affectent les différentes personnes. Il s'agit de décisions de haut niveau qui sont prises sans décision humaine. Nous avons donc besoin de droit à l'explication de cette prise de décision et de corriger à de nombreuses reprises. Quelquefois, on peut prendre une décision erronée, et c'est un droit également de prendre une décision erronée, mais de voir comment cela s'applique. Et le dernier point que je voudrais développer, c'est qu'il y a des pays qui établissent des lois spécifiques sur l'intelligence artificielle, en particulier l'Union européenne. Les gouvernements tels que le gouvernement du Brésil, du Royaume-Uni et des États-Unis l'ont pensé. Nous devons commencer à travailler sur cela s'il y a un cadre juridique. Cela nous permet de nous aligner sur les autres lois également. Donc je pense qu'en matière de vie privée et de protection des données, ces lois sont applicables à l'intelligence artificielle. Nous avons juste besoin de les transférer. Merci beaucoup, Bojana. Et merci pour vos points de vue. Constanza, Irina et Raymond, nous reste 2 minutes. Je voudrais demander à nos panélistes s'ils veulent nous donner un point de vue sur cette thématique. Un dernier commentaire en matière de régulation sur la vie privée et de protection des données. Hong Kong et Singapour, puis les Philippines. Nous avons déjà entamé ce débat. Nous, Philippines, nous avons déjà entamé ce débat avec le secteur privé. Nous pouvons voir les avantages de ce discours. Ils promeuvent les pratiques éthiques et de bénéfices. Donc, nous allons aborder ces thématiques-là de l'intelligence artificielle. Et les régulateurs doivent s'efforcer ou réellement impulser auprès de leurs autorités s'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Alors, quelle loi tu impulserais? On lui a octroyé de régulateurs. Alors moi, je vais commencer par une conclusion très rapide. Tout d'abord, le bénéfice d'étendre sa prérogative au-delà de la vie privée également. Il y a de nombreuses questions additionnelles au-delà de l'intelligence artificielle qui doivent être prises en charge pour procéder à un usage utile de l'IA. Je crois que l'Institut, d'une part, travaille comme un lanceur, finalement, à différentes convocations. Les organes de protection des consommateurs, d'autres organes gouvernementaux qui ont un espace spécifique et d'application de la loi, où il est important d'avoir des autorités de convocation. Au Royaume-Uni, par exemple, nous voyons l'utilisation de cette technologie et la réponse à la Covid a été une enquête sur quelle technologie pouvait être utilisée. Et les gens ont essayé, bien, ne vous inquiétez pas, sont restés donc à une température de 19 degrés qui ils avaient un régulateur fort qui réussissait à contrôler Merci Stéphane et Lina. Les craintes dont les experts font preuve lorsqu'ils disent lorsqu'ils en parlent, eh bien, nous espérons que l'intelligence artificielle unique
soit le plus intéressant, le plus important, et c'est ce que nous allons aborder comme discussion au cours des 10 prochaines années. Est-ce que vous avez d'autres questions et doutes sur l'intelligence artificielle? Alors, je crois que la préoccupation fondamentale, c'est que l'intelligence artificielle est vraiment très puissante. Elle fait tellement partie de notre vie que les régulateurs vont faire en sorte de faire évoluer les choses le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas que les lois sont bonnes ou mauvaises, mais qu'elles permettent de comprendre les problèmes, de faire avancer les choses le plus vite possible. Nous avons des experts en technologie, du personnel, qu'il s'agit de personnel multidisciplinaire également, qui nous permettent de représenter les gens affectés. Donc nous ne pouvons pas nous déplacer au même rythme régulatoire que de la même façon, parce que, comme on dit au Mexique, on va louper le coche. Donc, les aspects éthiques sont ceux qui restent donc en cours et en vigueur. Merci à tous les quatre. Je pense qu'il y a un appel clair auquel nous devons répondre. Nous devons agir vite. Et j'espère que cette conversation a été positive pour pouvoir éclairer tous les membres du public ici présents dans cette petite assemblée mondiale les bénéfices de l'intelligence artificielle et comment les leaders peuvent influer sur l'IA. Je voudrais vous rappeler qu'après la pause, nous aurons 5 sessions parallèles au cours desquelles nous aborderons 5 thématiques importantes sur les analyses de données, sur l'agenda 2030 et également sur la coopération régionale, ainsi qu'une conversation transrégionale sur des outils efficaces pour garantir des flux de données. Merci à nouveau de votre présence à ce grand panel d'experts pour clarifier toutes les questions qui ont surgi sur l'intelligence artificielle. Merci infiniment.